Amar admettait que les gens de chez lui fussent hostiles et l'opinion sévère à son égard, mais il était sûr de tenir tête et de finir par s'imposer. Il savait que l'essentiel était d'être riche ou de paraître tel. On peut tout passer aux riches, jusqu'à leur égoïsme, leur vanité ou leur bêtise. Ce sont des gens qui n'ont besoin de personne. Voilà pourquoi ils ont toujours des pauvres qui les flattent et qui tentent de les apitoyer ou de les voler. L'assurance d'Amar fut un signe évident de sa richesse. Il eut bientôt ses admirateurs. Sa carouba se montra fière du nouveau ménage. Ils furent entourés d'égards, tout de suite, sans aucune hésitation. Amar en profita pour acheter le dernier champ vendu par son père. Cette propriété lui tenait à cœur plus que toutes les autres. Et Hussein, le cousin qui l'avait acquise, était justement celui qui avait enterré son père. Un brave homme pour tout dire. Hussein est jeune encore. Sa mine respire la santé. Ses traits réguliers et impersonnels lui font croire qu'il est beau. Il est fier de ses yeux bleus et de son teint clair. Il parle d'un ton doctoral, s'habille proprement, aime à s'exhiber à la Jama ou au café. Lorsqu'on veut obtenir quelque chose de lui, il n'y a qu'à le solliciter en public. Il ne sait rien refuser devant les gens. Amar, qui connaissait son cousin depuis l'enfance et qui avait vécu parfois avec lui en France, savait à quoi s'en tenir. Il invita Hossein et d'autres cousins. Il les réunit tous chez lui. À l'issue du repas de famille, il demanda la restitution. Hossein, ainsi acculé, fit bonne figure. Il se jeta beaucoup de fleurs, parla, en regardant la dame, de la solidarité familiale, de l'honneur du nom, de l'intelligence et du bon cœur de quelques jeunes, dont le village pouvait être fier, et sortit avec la conviction d'avoir conquis la Française. Amar fut si content qu'il accepta les vantardises de Hossein. Mais Kamoma, que la transaction n'enchantait pas, dit son sentiment à son fils. Maintenant que tu es là, ils te reconnaissent tous. Et puis je crois qu'ils te supposent riche. Ils ont peur de toi. Tu aurais mieux fait de garder ton argent. Tu en auras besoin un jour. Je veux les mettre tous à l'épreuve, maman. Il faut connaître ses amis. Tu n'as pas encore appris qu'un pauvre n'a jamais d'amis? Ton père a eu le temps de les apprécier. Et toi aussi, ma mère. Dieu l'a voulu. C'était toujours madame qui faisait dévier les discussions trop sérieuses. Dès qu'elle vit le fils se rembrunir et la mère baisser la tête, elle demanda des explications. Amor dit que la vieille n'était pas contente. Elle prétend que nous avons les mains trop blanches.
pour nous occuper de la terre. Dis-lui que ça me fait plaisir de devenir propriétaire. Tu me l'as promis, du reste. Oui, mais elle dit que Hussein nous a volés. Non alors, puisqu'il ne prend que ce qu'il a été payé. Il s'est bien expliqué tout à l'heure. Au contraire, je le trouve gentil, moi. Et pendant que tu lui parlais en kabyle, il répondait en français. Il est bien élevé, tu sais. N'est-ce pas que nous avons invité un jour là-bas? Je m'en souviens maintenant. Oh, je ne dis pas le contraire. Demain, si tu veux, nous irons faire un tour au champ. Tu verras l'endroit. Je comprends. Nous nous occuperons de notre terre. Maman sera si contente. Le lendemain, à 8 heures, les propriétaires descendirent vers leur champ. La journée était belle et la Kabylie magnifique en cette période de l'année. Notre Parisienne, qui connaissait les jardins de la capitale et qui avait passé son enfance en banlieue, ignorait aucun des charmes de la belle saison. Oiseaux, fleurs, verdure, sans compter ce que chacun sait conventionnellement grâce aux livres qu'on a pu lire dès l'enfance. Néanmoins, ces oiseaux de France se ressemblaient tous. Ces fleurs étaient des corolles vives, cultivées avec amour, disposées artistiquement. Ces verdures étaient des massifs géométriques, des carrés de légumes cultivés avec soin, ou des bois touffus, sortis de routes goudronnées. Une nature embellie par l'artifice, guindée et élégante comme une femme discrètement poudrée dans sa tenue de sortie. Pour aller à Tisgrane, ils suivirent un sentier capricieux et encaissé qui plongeait résolument vers le fond de la vallée. Du haut du village, ils purent admirer une bonne partie de la Kabylie. Au nord, le massif des Eit Jenned, qui se dresse comme une barrière imposante devant la Méditerranée. Au sud, le Durdura, encore plus hermétique, qui semble cacher au regard un monde imaginaire, très différent du nôtre. C'est un colosse dénudé, d'un blanc de cendre assez terne, sur les contreforts, et dont les cimes se confondent souvent avec les gros cumulus. Mais en ce mois d'avril au ciel bleu, ces sommets sont encore couverts d'une neige éblouissante. Il offre alors aux montagnards la plénitude d'un spectacle grandiose, fait d'extrême puissance et de beauté sauvage. Les villages minuscules qui se terrent à son pied ou s'égrènent sur les sommets des massifs plus modestes, ont l'air d'une multitude apeurée qui se prosterne devant un Dieu sévère. À l'est et à l'ouest, partout, des collines, des montagnes, des vallées profondes et étroites, où se devinent des rivières qui toutes vont se rejoindre là-bas, dans la plaine, une plaine d'ailleurs étroite, simple couloir entre les massifs nord et les massifs sud, un vrai visage de montagne. Cependant, ce visage a ses traits particuliers, bien à lui. Ce n'est pas le vert qui constitue le fond du tableau. L'olivier domine, le grand olivier tordu, au feuillage bleu presque noir, du côté vernissé, clair, presque blanc de l'autre. L'aspect change avec le ciel, selon les saisons ou selon les heures. Les rayons du soleil, le jeu de la lumière et de l'ombre accentuent les reliefs,
et font naître l'illusion. Ici, le paysage est tout scintillant, car le vernis des feuilles réfléchit la lumière. Là-bas, l'ombre est si épaisse, le feuillage si touffu, que l'on admet facilement que ceux qui s'y trouvent se croient encore à l'aube. Lorsqu'on examine les détails de ce tableau, on s'aperçoit qu'il n'est pas uniforme. Aux alentours des villages, du haut de chaque crête, le fond sombre de l'olivier disparaît, remplacé par le tapis vert tendre des orges surmontées de panaches, de frênes, de cerisiers ou de figuiers. Ce sont les vergers kabyles, ceux auxquels nous avons gardé le nom latin de orties. Et c'est précisément à Orty que Tisgrane, où se rendent les nouveaux propriétaires. Le sentier abrupt est bordé de ronces exubérantes et de genêts parfumés, tout plein de petits papillons d'or, des fleurs minuscules, blanches, bleues, rouges, jaunes, courent sur le talus, couvrent les blocs de schiste. Des fauvettes gazouillent et narguent les passants. Des femmes et des enfants s'interpellent d'une voix cristalline. Madame, précautionneuse, suit Amar, qui descend le sentier d'un pas assuré. Amar se retourne de temps en temps pour lui tendre la main. Il bavarde. Madame a chaussé des bas clairs et des souliers à talons courts. Dans sa robe de crêpe jaune à fleurettes rouges, elle a l'air d'une aimable fée qui vient embellir par sa présence ce paysage rustique, un paysage qui la mérite bien pourtant. Elle est svelte, presque de la taille d'Amar. Ses cheveux blonds, soyeux et bien peignés, retombent sur sa nuque pleine. Ses yeux bleus font songer au mouron, et ses lèvres bien rouges au coquelicot. Son visage est plein de grâce et de hardiesse. Il est plutôt large que rond, un front uni, un nez court, mais bien planté, des sourcils fournis, régulièrement arqués. Avec le bas du visage nettement dessiné et un peu fort, elle donne l'impression d'être volontaire et suffisamment armée pour la vie. Elle trouve la Kabylie très belle et que Tixran est une belle propriété, bien que Tixran ne présente rien de particulier. 3 jours de labour, un demi-hectare. 2 parcelles en triangle séparées par un petit ruisseau qui tient le rôle de source pendant l'été. Madame veut savoir le nom de chaque arbre. Voilà 3 orangers au bord du ruisseau, puis des figuiers. Ces arbres trapus aux troncs glabres, aux feuilles très larges, et des vignes qui s'enroulent comme des boas autour des frênes et des micocouliers. Il y a aussi quelques cerisiers et un poirier, tandis que tout en bordure, pour bien dessiner le triangle, court une haie de cactus qui donne en été des figues de Barbarie. Madame est contente. En somme, elle n'est pas déçue. Elle s'attendait à moins. Il avait fallu partir à tout prix. Cette vie de chien pauvre à Paris, avait suffisamment duré. Que le cadre au moins changeât. Et voilà que ce n'est pas le cadre surtout qui a changé. Non, on a toujours la même vaisselle. Quant à la bicoque de Camouma, elle ne vaut guère mieux que la chambre meublée numéro 4. Ce qui a changé, c'est toute une société, une humanité puissante et dédaigneuse, qui ne l'aimait guère.
où elle ne compta jamais que comme un rebut, comme servante, parfois comme esclave. Une Cendrillon, pour tout dire, qui découvre un royaume à la mesure de son bon sens de fille du peuple. Le petit royaume d'Irinsman. D'un seul coup, elle trouve un monde où on la hisse au premier rang, à la première place. Fini les humiliations. Son optique elle-même a subi l'illusion. Elle se voit très belle au milieu de ces paysannes, belle comme elle ne l'a jamais été. Ses robes de petite bonne lui paraissent somptueuses, son mobilier, son home, vu sous un angle nouveau, sont tous dignes d'être admirés. Cela lui donne une certaine assurance qui inspire le respect. Elle ne tire aucune vanité de sa nouvelle situation, mais elle est contente. Elle estime qu'elle a gagné au change. Je me demande si ma mère n'a pas raison, dit Amar, voyant sa femme plongée dans ses réflexions. Oh, elle est vieille, elle a préféré garder la maison. Nous remontons tout de suite si tu veux. Il ne s'agit pas de cela. Tu sais, hier soir, elle n'était pas de notre avis. Ce rachat ne lui dit rien. Qu'en penses-tu? Mais c'est un beau jardin que nous avons là, une bonne affaire. D'ailleurs, tu t'y connais, c'est ton bled. Tu sais, moi, la culture, je n'y comprends rien. Le jardinage, ça rapporte. Et puis on est libre. Plus de contremaître, ni de chef d'équipe. Plus de paye aussi. Enfin, nous pourrons revendre, si un jour cela nous chante. Veux-tu que je te dise? Eh bien moi, depuis que je suis ici, je me sens un peu comme vos femmes. Elles sont ignorantes, mais j'en suis encore moins qu'elles. En attendant de bien comprendre, je me laisse aller. Si un jour ou l'autre ça ne marche plus, nous nous en retournerons. C'est tout. Nous sommes d'ailleurs venus avec cette idée. Crois-tu que je l'oublie? Ce n'est pas pour te le rappeler que j'en parle. Au contraire, je me trouve si heureuse depuis une semaine. Tu sais très bien tout ce que je gagne à être parmi vous. Bon, puisque tu n'es pas trop déçu. Oh, je t'en prie, mets-toi bien à ma place. Le pire qui pourrait arriver, ce serait de manger ce que nous avons. Quoi qu'il arrive, j'espère que tu ne souffriras pas à Eredsman, moi vivant. Ça va, grosse bête, je suis heureuse. À Paris, j'avais besoin de me sentir aimée, et je n'y avais que toi. Je sais ce que c'est que d'être étranger. C'est un état pitoyable pour l'homme. Tiens, et pour la femme? Aussi, mais peut-être moins. Du moment qu'elle a son homme qui tient à elle, elle n'est plus étrangère. Elle entre dans la famille. La mienne ne t'aurait pas repoussé. Oui, bien sûr, mais c'est pas la même chose. Je ne peux pas expliquer. Tu verras toi-même. Simplement, je veux dire qu'ici les rôles sont renversés. C'est à moi de t'aimer, pour te faire oublier l'exil. Je n'y manquerai jamais. Je n'ai pas grand-chose à regretter. Pour le reste, bien entendu, j'avais confiance en toi. Sinon, autant rester là-bas. Mais ne te figure pas que je vais abuser de la situation et devenir exigeante. Si tu m'en crois, ne nous faisons pas trop d'idées. Nous vivrons simplement et nous serons ici plus tranquilles qu'ailleurs. Voilà, et trêve de discours. Je vois sur le chemin 3 femmes qu'il me faut rattraper. Et allons voir, chez nous, ce que fait maman. Comment dites-vous? Imma. Oui,
Allons voir Emma.